Diffamation est un délit puni par la loi burkinabé. Oui, on va parler de la diffamation aujourd'hui à travers Questions de droit avec Olivier Kabouré. On reviendra sur ce thème. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée aujourd'hui et commentée par Alphonse Ouedraogo qui sera également là. Et dans la rubrique invité du jour, avec nos invités, on parlera donc de justice climatique. Nous serons avec une association qui œuvre justement pour la justice climatique. Il s'agit de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui parle également de protection de l'environnement mais également de justice climatique. Merci de nous renouveler votre fidélité, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. Alors, aujourd'hui et cette semaine, nous sommes installés à Tébélé. Je vous le rappelle, la Cour royale de Tébélé est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet passé et une équipe de l'ONTB a notamment initié une sortie au niveau donc de Tébélé. Donc, on a visité la Cour royale de Tébélé, on a visité donc le village, la Cour royale de Tchakana, on a visité aussi le pic du Naouri. Ces trois sites-là que Samuel Moko a visité pour nous, mais pour cette semaine, on met l'accent sur la Cour royale de Tébélé et les autres semaines, on parlera des autres sites. Alors, on continue avec les témoignages concernant notamment la Cour royale de Tébélé. On écoute attentivement et on revient. Nous sommes à Tébélé pour découvrir la Cour royale de Tébélé classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2024. On écoute le témoignage de notre guide de cette Cour royale et on revient. Nous sommes dans la Cour royale de Tébélé. Parlant des pierres devant le palais, où leur chef suprême est Sa Majesté de Tébélé. Si toutefois Sa Majesté de Tébélé convoque une réunion de ces chefs-là et qu'ils arrivent à venir devant ce palais, chaque chef reconnaît sa pierre dont il doit s'installer. Même s'il arrivait qu'un des chefs n'arrive pas à venir pour une raison quelconque, il a envoyé un tout petit là, ce dernier reconnaît sa pierre dont il doit s'installer devant la cour. Alors, ce séjour touristique a un double objectif. Le premier objectif, c'est qu'en marge de la grande saison du tourisme interne, nous avons initié un certain nombre d'actions en vue de présenter les potentiel touristique à l'ensemble des Burkinabés et souhaiter que toutes ces couches sociales puissent bénéficier des avantages que l'ONTB offre durant cette période pour leur permettre de découvrir leur propre pays. Le deuxième objectif, c'est qu'au regard de la composition du groupe, vous comprendrez qu'il s'agit d'acteurs qui peuvent influencer, qui peuvent impacter à travers les actions la pratique du tourisme interne. Donc nous souhaitons avoir le concours de tous ces beaux mondes-là. Les guides de tourisme vont programmer la destination Naouri. Les agences de voyage également vont le faire. Les clubs de tourisme dans les établissements, au lieu d'organiser des séjours vers d'autres destinations du Burkina, je pense qu'après ces séjours-là, ces groupes pourront désormais programmer la destination Naouri. Il y a également les mutuelles des travailleurs qui sont associés à ce voyage et nous souhaitons que l'ensemble des travailleurs puissent converger vers la destination Naouri comme on le dit. On attendait vraiment de toute impatience. Et Dieu faisant grâce, on a vraiment eu cette faveur-là en inscrivant la Cour royale de Tébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont nous devons être fiers de cela parce que ça va beaucoup apporter pour le pays en question, pour la région du centre-sud, pour la province du Naouré et particulièrement à la commune de Tébélé et à la Cour royale de Tébélé. Alors, je passe par là aussi pour inviter nos jeunes frères et sœurs, nos parents, nos amis de l'extérieur ou de l'intérieur, afin qu'ils puissent comprendre que la valorisation de la culture d'une ethnie ou d'un peuple donné lui permet un identifiant unique en son genre.
Merci beaucoup à vous de votre attention. Le témoignage qu'on suivait, c'était le témoignage d'un des guides de la Cour royale de Tébélé. Mais je rappelle que pour les images, vous avez vu donc les images de la Cour royale de Tébélé, mais également la photo de famille des journalistes et de la délégation qui était aussi à Tchakana, donc au sein de la Cour royale aussi de Tchakana. Merci beaucoup de votre attention. On découvre la Cour royale de Tébélé cette semaine. Je rappelle que c'est un site classé désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour la suite de l'émission, on va découvrir encore, pourquoi pas, plus d'images du Tébélé. Le temps aussi de recevoir et d'installer Alphonse Ouedraogo qui sera là pour feuilleter les journaux pour nous à travers la revue de presse. Et pour la suite de l'émission d'aujourd'hui, nous allons maintenant feuilleter les journaux ensemble à travers la revue de presse. Présent, Alphonse Ouedraogo est bien installé pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Les titres d'abord. Et pour commencer, nous irons à Bobo du Lasso avec le quotidien Bobolais l'Express du Faso à sa une ce matin. Une interview donc de Yacouba Siko, DG de l'ONC AC, c'est-à-dire l'Office national de contrôle des aménagements et de construction, déclare à Ouagadougou, nous sommes autour de 400 chantiers. Identification des établissements touristiques, de nouveau, Panonso, pour les distinguer, c'est un autre titre du journal. Université privée Baba Coulibaly, ex-ISFP, la mutation et les perspectives expliquées aux étudiants. Ex-rond-point, Blaise Kadhafi, désormais rond-point Thomas Isidore Noël Sankara, écrit le journal. Le journal L'Observateur Palga nous apprend ce matin ceci. Montée des couleurs à la primature, le soleil est réapparu le 30 septembre, déclare donc le Premier ministre Kilem.
Service audiovisuel à péage, le CSI invite les clandestins à régulariser leur situation. Commémoration du 37e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Ousmane Bougma dépose la gerbe de fleurs, écrit le journal. Interruption sécurisée de grossesse, cette autre mission pour sauver des vies, écrit le journal. Quand les Ivoiriens soutiennent les étalons, le goût de ça, s'exclame donc le journal, c'est-à-dire à la page 5. Le journal Le Pays, nous parle ce matin également de la commémoration du 15 octobre et écrit « Les autorités s'engagent à perpétuer la mémoire de Thomas Sankara ». Sur le même sujet, le président du Faso rend hommage à un grand visionnaire, écrit le journal. Les péripéties de l'organisation du 20e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara est à lire à la page 2 du journal. CHU Bogodougou, après 8 mois de grossesse, son bébé présente une malformation incurable, déplore donc le journal. Révélation, tribunal de grande naissance de Dédougou, une trentaine d'étudiants à la barre, nous informe le journal. Décès du révérend docteur Moïse Idrissa Napon du Beaumont à la levée du corps au CHU Bogodougou. Ce que fut l'illustre disparu, c'est à comprendre à la page 15 du journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, dans sa livre de ce matin, on peut lire 37e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. La nation rend hommage à son héros. Le président du Faso du honore un grand visionnaire et ça lit toujours dans Citoyen. Commémoration de l'assassinat de Thomas Sankara, le Premier ministre invite à méditer sur le sens profond de l'hymne de la Révolution. Dans sa rubrique Mercure, le journal écrit la fuite en avant. Espace AES à Niamey, la place Monteuil devient place Capitaine Thomas Sankara. Offensive agro-pastorale et halieutique, PDI et population haute produisent du riz à Dori, c'est-à-dire dans Citoyen. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, écrit commémoration du 15 octobre, le Burkina rend hommage à un grand visionnaire. Montée des couleurs à la primature, le Premier ministre déclare: si le 15 octobre le soleil s'est couché, le 30 septembre, le jour est de nouveau apparu sur le ciel de Burkina Faso. Donc c'est-à-dire à la page 8. Toujours dans ce quotidien, on peut lire éducation en Chine, zéro illettré dans l'empire du milieu. Rectification de la loi de finances exercice 2024, avis favorable des députés, c'est-à-dire à la page 9. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, ce matin, on a donc l'image du capitaine Thomas Sankara. Le journal écrit Sankara, 37 ans après. Hommage de IB au héros national. Que reste-t-il de son legs, c'est-à-dire son héritage politique au Burkina Faso, s'interroge le journal, c'est-à-dire à la page 9. Arrestation de Kémy Séba à Paris, quand la France fabrique un héros à peu de frais, déplore donc le journal. Loi de finances rectificative 2024, les ajustements proposés, c'est-à-dire à la page 3. En 37 de la disparition du capitaine Thomas Sankara, le docteur Ousmane Bougma préside la cérémonie d'hommage. J'en ai fini. Bien. Merci pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Commençons par les déclarations du Premier ministre burkinabé. Lors de la montée des couleurs à la primature, le PM qui déclare le soleil est réapparu le 30 septembre. Tout à fait. Vous savez que hier, c'était quand même un jour historique parce que date d'anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le père de la Révolution. Donc 35 ans après, comme cela a été l'année dernière, il y a eu cette commémoration, je dirais à tous les niveaux. Et au niveau de la primature, le Premier ministre a procédé donc à la montée des couleurs et comme cela est devenu une habitude, après donc une montée des couleurs à la primature, il donne un message.
Et dans son message d'hier, il a d'abord appelé, invité les Burkinabés à beaucoup comprendre sur le sens de l'hymne de la Révolution, parce que c'est très important. Si c'est cet hymne que nous avons aujourd'hui comme hymne national, ça veut dire qu'il y avait un message fort à comprendre. Donc, il est normal que des gens ne puissent pas vraiment s'imprégner du sens profond de cet hymne. Donc, comprendre la Révolution, comprendre ce qui a pu être posé comme acte pour le Burkina Faso, pour le Premier ministre, c'est très important. Alors, après avoir déploré ce qui s'est passé, c'est-à-dire les événements du 15 octobre 1997, il a déclaré que si le 15 octobre, le soleil s'est couché au Burkina, un 30 septembre, le jour est apparu au Burkina Faso. Bien entendu, le 15 octobre, c'est le jour de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Ça a été comme, la fin d'un rêve. Et beaucoup, parlant de Thomas Sankara, avait donc ses regrets. C'est en exprimant ses regrets que le Premier ministre a dit l'espoir qui était donc exprimé par le capitaine Thomas Sankara s'est éteint depuis donc le 15 octobre 1987. Heureusement, ce soleil est réapparu un certain 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Thomas Sankara, qui n'hésite pas de comparer comme quelqu'un qui a en tout cas emprunté le chemin de Thomas Sankara. Et il y croit fermement parce que les idées qui animent le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui sont pratiquement les mêmes idées qui animaient Thomas Sankara. Donc il n'y a pas de doute que de fonder notre espoir sur ce qui est en train d'être mené, posé comme acte, parce que c'est ça qui va amener le Burkina Faso à se développer, à être vraiment souverain dans beaucoup de secteurs, au niveau l'autosuffisance alimentaire, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Dans beaucoup d'autres secteurs, il y aura donc une amélioration. Donc c'est pour paraphraser en tout cas ce qui est posé aujourd'hui comme jalon, qui dit que si l'espoir s'est éteint en 1997, l'espoir est réapparu le 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout le sens de son message qu'il faut comprendre, même si on reconnaît que le Premier ministre aujourd'hui, il a effectué beaucoup de sorties. Il parle beaucoup. Voilà, et, et généralement après les montées de couleurs. Oui, après les montées de couleurs, on sait qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas aussi simple quand on est responsable, quand on multiplie les sorties. Mais il arrive qu'on se trompe par moment, comme cela a été la semaine dernière. Il s'est excusé. Donc, je pense qu'il peut faire vraiment l'économie de certaines sorties. Merci bien. Deuxième sujet est en lien justement avec la gouvernance parce que hier, 15 octobre, la nation entière a rendu hommage à Thomas Sankara, mais surtout au niveau du mémorial, les autorités y étaient, avec à sa tête bien sûr le président du Faso. Oui, le président du Faso, mais représenté par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bouma, qui a représenté donc le chef de l'État à cette cérémonie d'hommage au capitaine Thomas Sankara. Et à l'occasion, il a procédé au dépôt de gerbes de fleurs, en tout cas au niveau donc, du mémorial Thomas Sankara, devant bien sûr des présidents d'institutions, des ministres, et bien d'autres choses comme les membres du comité international mémorial Thomas Sankara. Je pense que ça a été un rituel qui a été donc respecté parce que cela est devenu coutumier pour en tout cas le comité international mémorial Thomas Sankara. Alors à l'occasion, le ministre porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a en tout cas reconnu le combat que le capitaine Thomas Sankara a mené et que bien qu'il soit parti 37 ans après, il reste toujours une source d'inspiration intarissable pour le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, on doit continuer avec le combat. Et c'est pour cela que le gouvernement, à son niveau, il sait vraiment d'avoir certaines initiatives pour perpétuer la mémoire du capitaine Thomas Sankara.
Et en ce sens, il y a beaucoup d'actions qui sont donc menées. Vous savez qu'il y a eu la rebaptisation de l'avenue Charles de Gaulle, avenue Thomas Sankara, boulevard Thomas Sankara. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Il y a eu il y a cette volonté de faire en sorte qu'il y ait vraiment un mausolée pour honorer le capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Il y a aussi l'apport que le gouvernement entend aussi faire au niveau donc, du mémorial Thomas Sankara. Tout cela, c'est pour reconnaître ce qu'il a été, ce qu'il a pu poser comme acte pour le Burkina Faso. Il y aura une reconnaissance nationale du Thomas Sankara comme un héros national. En tout cas, dans toutes ces initiatives-là, c'est pour vraiment honorer ce qu'il a pu poser comme acte. Et je pense que c'est ce que le ministre a exprimé hier à l'occasion donc de cette cérémonie. On termine par l'actualité internationale. Kémy Séba, oui, en France, Kémy Séba arrêté à Paris dans un restaurant. C'est ce que nous rapporte donc la presse française. Alors, ce monsieur est reconnu comme un activiste qui a toujours des critiques acerbes contre vraiment ce qu'il qualifie d'impérialisme occidental, contre le néocolonialisme. Donc, Kémy Séba est bien connu comme un activiste panafricaniste qui n'hésite pas à faire des sorties, qui sensibilise les Africains à tous les niveaux pour que les jeunes aujourd'hui reconnaissent que nous sommes un continent qui est riche, mais si aujourd'hui nous sommes toujours pauvres, ou si nous sommes toujours derrière, c'est pour dire que c'est ceux qui ont été au devant qui n'ont pas, en tout cas, fait le travail comme il le fallait. Et cela en contact avec l'impérialisme. C'est pour cela que Kémy Séba fait donc cette tournée, multiplie ses sorties, procède à des sensibilisations, en tout cas pour l'éveil de conscience des Africains. Alors, ce monsieur, il faut rappeler que ce qui lui arrive aujourd'hui, on connaît encore officiellement qu'est-ce qui est donc reproché à Kémy Séba après son arrestation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a eu des antécédents avec la France. Voilà. D'abord, en juillet, il a brûlé son passeport diplomatique. Et cela a amené les autorités françaises à réagir, à le déchoir de sa nationalité. Donc, cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Kémy Séba a vu cela comme un affront, mais ça ne l'a pas découragé dans sa lutte. Et mieux, 2 semaines après, il a eu donc un passeport diplomatique au Niger. Donc, le président nigérien, avec les autres, lui ont accordé, donné ce passeport diplomatique. Et il a passé un grand séjour à Niamey. Et bien entendu, mené des activités. Après, il a fait des voyages. Mais plus d'un s'étonne que... Il se retrouve à Paris. Il se retrouve à Paris, dans un restaurant en train de manger. Et surtout, avec ce qui s'est passé, c'est quand même récent. Parce que il a vraiment une lutte qui est contre la France. Et voilà, il n'était contre pas l'impérialisme. déçu quand on l'a déchu de sa nationalité. Il n'était pas déçu. Sur les réseaux, il disait oui. Bon, en fait, je ne vais pas utiliser ces mots ici, mais il se disait que bon, ce n'est pas grave. De toute façon, il a plusieurs pays africains qui peuvent lui accorder des nationalités. Tout à fait. Bon, quand on n'est pas déçu parce qu'on a... Oui, il n'a pas montré des regrets. En fait. Des regrets, donc après cette étape-là, mais c'est vraiment un étonnement que ce même Kémy Séba trouve qu'il peut vraiment aller en France, faire comme ce qu'il veut, comme il avait toujours donc été. Mais je pense que ce qui s'est passé, les autorités françaises ont promis de communiquer, de lui notifier les chefs d'inculpation à l'occasion donc d'une conférence de presse, parce qu'il a été arrêté par la Direction générale de la sécurité intérieure. Et ce service-là, lorsque ses agents vous mettent
aux arrêts, c'est que c'est des questions qui sont en lien avec la sécurité nationale. Donc, c'est généralement des chefs d'inculpation très lourds qui tombent sur vous, mais on attendra de voir. Certains disent qu'il y est allé pour rencontrer des opposants béninois, parce qu'avant tout c'est un béninois. Il a la quarantaine bien sonnée, 42 ans, et que c'est en allant donc mener certaines activités, et en voulant mener ces activités-là qu'il a été donc mis aux arrêts. Donc, comme les Moussites disent, quand vous n'aimez pas le poulet, il ne faut pas consommer sa soupe. Bien sûr. Oui, si la France vous l'exhibez comme un pays qui n'est pas fréquentable, qui est impérialiste, un pays qui exploite les autres, je pense qu'on ne doit pas considérer ce pays comme, en tout cas, là où on peut se promener comme on veut, surtout avec ce qui s'est passé. Ouais. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux, hein. Moi, j'ai vu les commentaires sur Facebook. Il est allé chercher quoi là-bas? Pourquoi aller se jeter dans la gueule? Mais il y a le journal Aujourd'hui Fâcheux qui trouve aussi que la France fabrique donc un héros à peu de frais. Parce qu'avec ça, les gens vont encore commencer à parler de Kémy Séba. Voilà, ils vont encore commencer à dénoncer. L'un dans l'autre. Je pense que c'est à lui vraiment de savoir tenir. Peut-être ce qui peut arriver, c'est de l'extrader. Voilà, vers le Bénin, en tout cas vers tout autre pays africain. Parce que n'étant plus français, et avec ce qui s'est passé, je pense que la voie qui est à suivre serait peut-être de l'extrader. On attend de voir. Merci beaucoup pour ces analyses. À présent, on tourne dans quelques vies d'affaires pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui Olivier Niketa Tuna. Monsieur Olivier Tuna est donc le directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Bonjour à vous. Bonjour Madame Nikema et merci de nous recevoir. Merci d'être sur ce plateau avec Madame Dorcas Zonou. Elle est chargée de communication de la même association. Bonjour. Bonjour Madame Nikema. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler donc d'environnement, puisque votre association milite pour le bien-être de l'environnement. Mais d'abord, faisons connaissance plus avec vous. Alors, Madame Zonou a une formation en sociologie, donc vous êtes sociologue de formation, et vous, Monsieur Tuna, donc biochimiste de formation. C'est la passion. La passion. Oui, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui concerne l'environnement. Je me dis que, en me joignant en fait à un groupe de jeunes qui militent pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, voilà, les individus pourraient vivre en harmonie avec la nature. D'accord. C'est ce qui m'a motivée. Est-ce que les biochimistes, ça se rapproche un peu de l'environnement, non? Madame Nikema, merci. Oui, c'est vrai que je suis biochimiste de formation de l'université de Ouagadougou. C'est vrai que c'est l'UFR-SVT, bien sûr, ça se rapproche de l'environnement. Voilà, mais nous avons un peu toujours milité dans les organisations de la société civile. Mais nous avons été particulièrement, moi, piqué par le virus de l'environnement à travers des amis. Donc, pour ce qui est de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, il faut dire que c'est une association qui est au Burkina Faso depuis 2009. C'est un réseau international d'organisations de jeunes qui est dans 21 pays d'Afrique. Et donc, nous, depuis une quinzaine d'années, nous sommes au sein de cette organisation où nous mobilisons les jeunes. Donc, nous nous intéressons, comme vous avez dit, à tout ce qui est protection de l'environnement, mais aussi à des questions telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de genre. Et donc aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la justice climatique. Donc il faut dire que nous avons plus de 1000 volontaires et sympathisants à l'intérieur du Burkina Faso. Et donc merci de nous recevoir ce matin. Et quels sont aujourd'hui les objectifs de cette association qui existe depuis 2009? Donc les objectifs de l'association, c'est les questions de leadership des jeunes et arriver à engager les jeunes sur les questions de sauvegarde de l'environnement pour que ces jeunes-là puissent contribuer bien sûr au développement durable des communautés.
Donc nous nous intéressons à tout ce qui est promotion des énergies renouvelables, tout ce qui est action concrète que les jeunes aussi peuvent mener pour sauvegarder l'environnement. Et vous êtes très engagé justement pour la protection et pour sauvegarder l'environnement, mais pour lutter aussi contre les changements climatiques. Pourquoi justement autant d'engagement? Dorcas, on reviendra. Ok, merci pour la parole. Alors, notre engagement s'explique par une prise de conscience des conséquences dramatiques des changements climatiques sur nos communautés et vraiment de l'impact que cela pourrait avoir sur les générations futures. Et nous voulons être des acteurs de changement et contribuer à construire un avenir plus durable. Ajouter, M. Tuna, pour ce qui concerne votre engagement? Tout à fait. Ça, comme je l'ai dit, sur la question, nous sommes engagés depuis une quinzaine d'années, moi particulièrement. Et aujourd'hui, ça nous donne raison. Quand on regarde les événements de la météo cette année, quand on prend la période de la chaleur de mars jusqu'à mai, le nombre de décès, les balais au niveau des cimetières, c'était vraiment alarmant. Et quand vous regardez aussi les inondations que nous avons récemment, notamment au Burkina Faso, ici, au Niger, au Mali, donc vous voyez que l'Afrique subsaharienne est vraiment frappée. Donc ça démontre que depuis bien longtemps, nous avons vu qu'il est important qu'on puisse s'engager sur ces questions-là, parce que notre avenir véritablement en dépend. Parlons maintenant de votre campagne, puisque vous menez une campagne sur la justice climatique. C'est quoi d'abord la justice climatique? Ok, merci. Quand on parle de justice climatique, c'est un mouvement qui est né depuis bien longtemps, mais qui est en train de prendre de l'ampleur ces dernières années. Parce qu'il faut dire que nous n'agissons pas au même titre sur le climat, sur l'environnement. Voilà, il y en a qui polluent plus que d'autres. Donc il y en a qui polluent et il y en a qui subissent. Donc on se rend compte que les multinationales qui sont dans les pays les plus riches et qui utilisent beaucoup de combustibles fossiles, qui utilisent beaucoup d'énergie, en tout cas à base de fossiles, et qui vont aller impacter bien sûr le climat pour emmener tout ce dérèglement qu'on voit et ces conséquences qui arrivent sur nos pays qui sont très peu industrialisés et qui polluent moins. Donc on s'est dit quelque part il faut qu'il y ait une justice pour que ceux qui sont en train de causer du tort au plus pauvres, voilà. Donc c'est là la question de la justice climatique. Et bien sûr, quand on parle de justice, ce n'est pas forcément simple. Il faut encore des combats pour pouvoir avoir gain de cause. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos pays sont plus ceux qui subissent, parce que, quoi qu'on dise, nous, on n'a pas autant d'industrie, on n'est pas autant développé que ces grandes nations-là. Mais on subit plus les retombées en fait, des changements climatiques que les grands pays, n'est-ce pas? Effectivement. Les pays industrialisés sont les pays qui polluent le plus et nous, les pays en développement, nous sommes ceux-là qui sont victimes en fait des retombées effectivement de ces changements climatiques-là, des effets de cette industrialisation. Alors, revenons sur la campagne. En quoi elle consiste? Donc la campagne est dénommée campagne faire payer les riches pollueurs. Les riches pollueurs. Voilà, c'est une campagne vraiment qui est dans une continuité d'activité depuis 3-4 ans. Nous avons mené la même campagne l'année dernière et c'est une série d'activités de communication et de mobilisation sociale. Et donc le lancement de la campagne se fera à Bobo-Dioulasso le 23 de ce mois. Et à côté de cela, il y a une série d'activités médias. Communautés qui se mobilisent, tant d'avoir des changements au niveau de votre pays. Vous savez que la société civile arrive quand même à impacter les décisions au plan national, même au niveau international, la voix de la société civile compte. Donc lorsque nous sommes mobilisés et que nous réclamons ensemble cette justice pour nos communautés qui sont les plus vulnérables, parce qu'il faut le dire, on le sait tous, il y a plus de 82% de nos populations qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est un secteur
qui est fortement dépendant du climat. Donc quand il y a les sécheresses, c'est des pertes de bétail et les changements climatiques aussi sont bien sûr cités dans les conflits et tout autre. Donc nous savons aujourd'hui que nous sommes fortement frappés par ces changements-là. Mais il faut qu'on arrive à faire comprendre aux communautés, aux populations. Il faut qu'on se lève ensemble pour réclamer cette justice parce que notre voix ensemble peut véritablement porter. Donc il y a un jeu concours aussi qui est organisé au profit des étudiants pour qu'ils viennent aussi. Non seulement c'est pour eux une façon de les engager, un jeu concours Péchakusha, c'est des présentations, c'est un peu... un speech. Un speech, ouais, tendant un peu vers l'art oratoire, mais c'est un peu différent parce que là c'est des vidéos avec des images qui passent à intervalle de 20 secondes et à travers chaque image tu dois pouvoir faire le speech et puis expliquer et bien sûr aller sur le thème de la justice climatique, faire payer les riches pollueurs. D'accord, ça c'est votre thématique pour cette campagne? Pour cette campagne, c'est la thématique. Mais à côté de cela, il faut dire qu'il y a une caravane africaine qui est en train de se mener et qui a engagé une vingtaine de pays aussi pour faire du plaidoyer auprès des autorités. Et voilà. Donc dans le cadre de cette campagne aussi, nous allons faire du plaidoyer auprès des autorités pour que les négociateurs, parce qu'au niveau, il y a la COP qui arrive, vous le savez, la COP 29 qui va se tenir à Azerbaïdjan, pour que ceux qui partent négocier pour le Burkina Faso puissent porter la voix des communautés et notamment la déclaration aussi portée par les communautés qui dit que nous ne sommes pas d'accord que les financements de l'adaptation climatique soient des prêts, parce qu'il faut le dire, on parle de fonds climat d'adaptation, mais ce sont des prêts. Je ne vais pas citer pour ce que les prêts représentent pour le Burkina, mais je peux citer pour les autres. Je sais que le Nigeria, ce que le Nigeria a reçu comme fonds d'adaptation et fonds liés au climat, c'est 95% de dettes. Voilà. On parle de fonds, mais en réalité, ce sont des dettes. Vous allez rembourser. Le Cameroun est à 87%. Donc, ça veut dire que si on vous donne 100 millions, vous dites que le pays a eu 100 millions pour l'adaptation. En réalité, ils ont eu 95 millions de dettes en réalité. Alors que l'Afrique subsaharienne fait partie des zones les plus affectés par les effets des changements climatiques. Donc la société civile, on dit, nous ne sommes pas d'accord avec cela, que ce soit carrément des subventions, et nous réclamons 5 000 milliards pour pouvoir faire face au changement climatique, parce que nous avons 5 000 milliards de dettes ou de dollars. De dollars de subventions. De subventions ou de dettes? De subventions. D'accord. Ouais, pour véritablement faire face au changement climatique. D'accord. Alors, vous parlez de campagne aujourd'hui avec votre association et vous dites qu'après il y aura la campagne même africaine avec d'autres structures. Est-ce qu'au niveau national, on a peut-être le ministère de l'Environnement qui vous accompagne ou d'autres structures? Oui. Pour cette campagne. Ok, le président va répondre alors. Non, au niveau national, il faut dire c'est la campagne que nous menons, faire payer les riches pollueurs, c'est porté par une coalition d'organisations. Okay. Voilà. De la société civile. Accompagné de la société civile, dont Oxfam, que vous connaissez forcément, la CONAGEC, qui est un réseau d'organisations, A2E aussi, un réseau d'organisations, et nous avons mis ensemble en place un réseau qu'on a appelé ROGEC, réseau des organisations de jeunes engagés sur la question de l'environnement et climat. Donc toutes ces organisations et aussi CanAfrique, certainement que vous connaissez, qui sont engagés dans cette campagne-là, faire payer les riches pollueurs. Faire payer les riches pollueurs. Aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux et obstacles donc à la justice climatique? Dorcas, vous voudrez bien répondre? Bien sûr. Okay. Alors, les principaux enjeux, je pense que il y a déjà un des enjeux majeurs, c'est de limiter en fait le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et essayer de trouver des alternatives pour s'adapter déjà aux conséquences qui sont déjà visibles. Voilà, il y a aussi le fait qu'on puisse trouver une alternative pour trouver en fait un moyen pour que la population puisse s'adapter de façon juste. S'adapter. Oui. Alors, vous l'avez dit, Monsieur Tchiona, tout à l'heure, qu'avec ce qu'on a vécu en Afrique subsaharienne, avec les inondations en saison pluvieuse et les vagues de forte chaleur pendant la saison de chaleur, on a vécu ces périodes-là qui démontrent justement l'effet néfaste des changements climatiques sur nous. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences liées au changement climatique?
Oui, bien sûr, il y a d'autres conséquences. Il y a des maladies qui se développent, des maladies bactériennes. Donc il faut bien sûr prendre en compte à côté de tout cela. Oui. Et quand on parle des vagues de chaleur aussi, des inondations aussi, c'est la prolifération d'un certain nombre de vecteurs. Donc ce sont des choses bien sûr qu'il faut véritablement prendre en compte. Et comme vous le dites tantôt, moi je pense que ce que nous avons vécu cette année, il ne faut pas que nous arrivions à penser que ce sera moins l'année prochaine. Parce qu'il y a des prévisions qui ont été faites et il y a des choses qui étaient censées. Selon les experts, les études avaient dit que c'est d'ici 2050 que ça devrait arriver. C'était 2100, mais déjà ça arrive. Donc, il ne faut pas que nous pensions que, bon, c'est cette année, l'année prochaine, ça va aller mieux. Il faut que nous réfléchissions véritablement à nous adapter. Et quand on dit réfléchir véritablement à nous adapter, c'est de se dire que ce qu'on a vécu cette année, c'est que l'année prochaine, ça sera 2 fois plus. Peut-être 3 fois plus. Et là, nous menons les réflexions sérieuses pour pouvoir trouver des solutions. Comment s'adapter? Voilà, comment s'adapter. Et si, effectivement, il faut que nous arrivions à le comprendre tous ensemble. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là aussi, c'est aussi de la sensibilisation. Même s'il y a des fonds qui sont là pour l'adaptation, quand nous prenons ces fonds, nous avons un plan national d'adaptation, vous le savez, qui est très bien écrit. Le Burkina a des spécialistes, c'est très bien fait. Mais maintenant, dans la mise en œuvre, même si ces fonds sont disponibles et que vous devez construire des infrastructures et qu'il y en a qui pensent qu'une partie de l'argent doit partir dans leur poche, vous vous trompez parce que vous êtes en train de faire du tort à votre pays. Voilà. Les ponts, les routes, il faut les construire, les bâtiments en tenant compte de ces effets-là pour se dire qu'on ne peut plus construire comme avant. On a vu la route de Bobo qui a jusqu'à présent pratiquement qui a subi des dommages cette année. Donc, en termes d'infrastructure, ça rentre dans l'adaptation. Forcément, parce que si vous n'en tenez pas compte, vous allez faire votre pont, l'année prochaine, la pluie va venir l'emporter. Donc, il faut réfléchir à se dire que les effets vont aller de mal en pire. Et je vous dis que ces pays développés, non seulement ils sont en train de nous faire du tort, mais eux, ils développent sérieusement des mécanismes pour s'adapter. Il y a des pays qui sont cités, mais quand vous allez les visiter, vous constatez que sur le plan de l'environnement, ils prennent sérieusement en compte tout cela dans ce qu'ils font. Donc, nous, si nous nous amusons, nous dormons, on va se réveiller, trouver que nous ne sommes plus là. Et eux, ils seront là, alors que c'est eux qui ont causé le tort. Et donc, nous serons bien sûr les victimes. Donc, il est temps qu'on puisse en tout cas se réveiller et réclamer cette justice ensemble. Et même, bien sûr, prendre des mesures. C'est vrai qu'on cherche des fonds aussi au niveau international, mais il faut qu'on pense à des mécanismes endogènes au cas où il n'y a pas ces fonds même, que nous-mêmes nous puissions nous en sortir parce que notre survie en dépend. En dépend. Ouais. Il ne faudrait pas faire disparaître ces pays subsahariens. Bon, je touche du bois, ça ne serait pas bien du tout. Alors, on parlait vous avez d'ailleurs annoncé la 29e conférence partie sur le climat, donc la COP29, qui se tiendra notamment donc, à Bakou, à Azerbaïdjan, donc du 11 au 12 novembre prochain. Aujourd'hui, est-ce que vous organisez à ça et quelles sont les attentes notamment de la société civile africaine lors de cette grande conférence? Je pense qu'elle est négociatrice climat, donc c'est clairement qu'elle est jeune négociatrice. Donc, alors, je pense que pour cette COP-là, nous attendons des États, nous attendons une mobilisation de la société civile et nous attendons en fait des décideurs que des décisions ambitieuses soient prises pour que nous puissions mener en fait des actions qui puissent être profitables aux populations qui sont les plus vulnérables. Est-ce que vous allez aller avec des propositions concrètes? Parce que quand vous parlez de décisions ambitieuses, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous arrangerait? Le financement, bien sûr. Nous attendons de cette année qu'il y ait pas de dette, mais des financements qui sont assez transparents. Voilà, qu'on ne nous donne pas des financements juste pour nous les donner, mais qu'on nous donne, que ça soit assez transparent. Quand on nous les donne, c'est pour vraiment qu'on puisse venir résoudre les questions d'adaptation de façon réelle. Et pas que ça vienne sous forme de dette, qu'on puisse être à mesure de vraiment trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, comment les populations burkinabées peuvent vous soutenir? Comment les populations burkinabées peuvent
nous soutenir. Peut-être avant d'en venir à cela, il faut dire que, comme elle a dit, il y a une déclaration des organisations de la société civile africaine avec un certain nombre de points, notamment le refus que ce soit des dettes et aussi qu'il puisse y avoir en tout cas 5 000 milliards pour financer l'adaptation et aussi les questions de transfert de technologie, que nous puissions aussi nous développer sans polluer. Donc il y a ces questions qui sont prises en compte et que aussi il puisse y avoir une taxe par rapport aux pollueurs, parce que il faut se dire que 1% même des plus pollueurs, et ils polluent plus que 50% des pauvres. Donc vous voyez que voilà, c'est un peu démesuré, mais il faut que voilà, donc la société civile dans sa déclaration, donc certainement nous allons partager la déclaration sur nos réseaux. Vous pouvez certainement la trouver sur notre page Jeunes volontaires pour l'environnement Burkina Faso. Et maintenant, comment les populations peuvent nous accompagner? Il faut dire que dans le cadre de cette campagne, il y a une pétition où nous recherchons 1 million de signatures. Une pétition qui est en ligne, certainement que vous allez trouver sur la même page que j'ai citée, que vous allez voir sur nos réseaux. Elle est simple à signer. C'est vrai que ce n'est pas dans notre culture, mais nous sommes en tout cas allés nous sommes à la conquête de 1 million de signatures. En Afrique, c'est avec tous les pays qui sont engagés dans cette campagne. Et donc, les populations peuvent déjà signer cette pétition pour dire, bon, nous sommes au courant de votre affaire, nous sommes solidaires à la société civile et au message que porte la société civile. Et donc, les activités aussi telles que la conférence qui va se tenir à Bobo-Dioulasso, ces populations-là aussi peuvent se mobiliser autour de cela. Et bien sûr, relayer aussi les messages de la campagne qui vont circuler sur les différents réseaux sociaux. Alors, ni de rien, notre temps est terminé. Alors, vous avez parlé notamment de la campagne. Ça va se tenir à partir de quand, en fait? Donc, la campagne a commencé techniquement le 15, c'est du 15 au 26. Donc, toutes ces activités d'engagement des communautés, voilà, des activités qui sont prévues aussi avec des élèves qui vont porter des messages, des activités de renforcement de capacité, d'engagement des femmes, des personnes handicapées. Toutes ces activités vont se tenir dans cet intervalle de temps. Et l'activité de Bobo, c'est quand? Le mercredi 23. Le 23 octobre prochain, vous serez à Bobo-Dioulasso. C'est ça. Merci beaucoup. On va donner les adresses de votre association. Sur Facebook, on vous retrouve. À quelle adresse? Sur Facebook, c'est Jeunes volontaires pour l'environnement Burkina Faso. Donc, où vous pourrez avoir vraiment toutes les informations sur l'association. Et bien sûr, il y a le contact si vous voulez nous rejoindre. Nous sommes très contents de toujours recevoir les jeunes et aussi voilà, de les engager dans le mouvement. Vous voulez bien laisser le contact? Mon contact, c'est le 65 08 35 36. Elle va donner son contact aussi. Et le 71 40 35 41. Pour rejoindre la bonne cause et militer pour la protection de l'environnement. Et merci beaucoup d'être passé. Dorcas Zonou, chargé de communication de l'association Jeunes volontaires pour l'environnement. Merci beaucoup aussi à vous, monsieur Olivier Tiona, d'être passé sur ce plateau, directeur exécutif de l'association Jeunes volontaires pour l'environnement. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, on retrouve d'autres invités après. Nous poursuivons aujourd'hui avec nos invités. Nous sommes à présent avec le prophète Jérémie Waibena. Il est le vice-président du comité d'organisation de l'activité dénommée Ouagadougou sous onction. Bonjour à vous, prophète. Bonjour Madame Nikema, bonjour le public. Bienvenue. Merci Madame Nikema. Alors, nous recevons également pasteur Israël Makweiza. Donc, il est chargé de l'évangélisation au niveau donc de l'activité aussi Ouagadougou sous onction. Bonjour, bonjour pasteur. Madame. Bonjour Madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler donc de Ouagadougou sous onction. Ouagadougou sous onction. Il s'agit de quoi, prophète? Merci Madame Nikema, nous sommes encore là ce matin. Merci de nous accepter sur votre plateau Savane Média. Ouagadougou sous l'onction, c'est un événement hors pair. C'est un événement qui est institué par notre leader Arnaud Ebenezer sous l'instruction du Saint-Esprit.
C'est un événement qui se passe chaque année au mois d'octobre, sous toujours l'instruction du Saint-Esprit, surtout pour les dates. L'événement est d'abord spirituel et c'est un événement spirituel et intellectuel, on peut le dire. Intellectuel et développement personnel. Voilà. C'est un événement où vraiment le Saint-Esprit est en mouvement. C'est un événement qui se passe. Les témoignages ont prouvé que les précédents événements, il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits. Il y a des bébés miracles, il y a des guérisons, il y a des vies restaurées. Donc cette année encore, le Saint-Esprit sera en mouvement à Ouagadougou et c'est riverain. Donc c'est un événement non seulement spirituel comme nous avons dit, c'est pourquoi nous instituons aussi les masterclass. Ces masterclass vraiment vont aider le public, les fidèles chrétiens, les entrepreneurs, les leaders religieux pour vraiment s'épanouir. C'est vrai, nous sommes sur la terre, nous devons nous épanouir. Voilà l'idée de Ouagadougou sous l'onction. On va revenir sur le programme tout à l'heure, prophète, mais pasteur, vous êtes chargé donc de l'évangélisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer côté spiritualité, côté prière? Nous bénissons d'abord Dieu pour ce moment qu'il a vraiment instauré pour faire du bien à son peuple. Comme le dit notre Père dans la foi, il dit toujours que Dieu, dans le temps, il ouvre de brèches pour faire du bien à son peuple. Donc Ouagadougou sous l'onction, c'est un temps aussi que Dieu ouvre pour faire du bien à son peuple. Et c'est un temps sérieux. Nous sommes investis pour que ceux qui vont venir par la grâce de Dieu, qu'ils reçoivent l'exaucement à leurs prières, parce que nous prions de façon vraiment intense que Dieu fasse quelque chose de spécial dans la vie de son peuple. Donc nous sommes là aussi pour mobiliser la multitude de personnes. Nous sortons comme je suis pour l'évangélisation. Nous sortons pour parler au peuple de participer à cet événement et ils vont rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, il y aura les masterclass, on va revenir sur le programme tout à l'heure avec Prophète, mais côté prière, qu'est-ce que vous avez prévu pour les participants qui vont venir? Oui, il y aura des temps intenses de prière, voilà, pour tous ceux qui ont vraiment besoin peut-être d'une prière particulière, ils peuvent venir et s'annoncer et nous sommes là pour cela. Okay. Voilà. Alors, prophète Jérémie, oui, on revient sur le programme de cette activité. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Le programme commence le 18 octobre, le vendredi déjà prochain, de 18h à 21h. L'ouverture du programme sera présentée par le révérend Emmanuel Kiemtoré qui va nous présenter le thème de l'événement qui est rallumer le feu de la foi. Réveiller le feu de la foi. Voilà, réveiller le feu de la foi. Donc, il va nous donner le thème et faire l'introduction spirituelle. Le samedi matin, de 9h à 10h30, il y aura notre première masterclass qui sera présentée encore par le révérend Emmanuel Kiemtoré, qui va nous donner l'éthique dans le ministère et le droit d'onction. Deuxième masterclass commence de 10h30 à 11h30. Cette masterclass sera présentée par Madame Nora Kafando, la directrice de l'événement, conférencière qui va nous construire un schéma de prospérité durable. Okay. Elle sera accompagnée par Madame Elda Kwama, conférencière, et Madame Nina Sori. Ces trois dames que le Seigneur a élevées au Burkina Faso sont des femmes spirituelles, des femmes d'affaires qui vont nous construire un schéma de richesse durable. D'accord. Ce n'est pas fini. Okay. Le soir du samedi 19, il y aura encore une plénière de 18h à 21h. Ce jour sera présenté par le révérend Arnaud Emmanuel qui va nous
qui va nous développer le thème du programme encore, réveiller le feu de la foi. Le dimanche serait l'apothéose, donc c'est la conclusion du programme. Il y aura aussi des expositions, des objets spirituels, expositions et vente des objets de foi. Voilà. Est-ce que pour participer à ces 3 jours d'activité, il y a une condition particulière? Il n'y a pas de condition particulière, c'est une entrée libre et gratuite. Nous attendons les fidèles chrétiens, les pasteurs, les leaders religieux et les entrepreneurs. Disons tout le public. À venir. Merci beaucoup. Donc, rappelez-nous Ouagadougou sous l'onction. Ça se passe donc à partir de vendredi, vous avez dit? Oui. Ouagadougou sous l'onction, 3e édition, commence le vendredi 18 octobre 2024 à la résidence Alice. Donc, nous invitons toute la population ouagalaise et ses riverains à venir bénéficier d'un moment vraiment où le Saint-Esprit sera en mouvement pour répondre à nos prières. Il y aura vraiment un moment intense, un espace de prière où les participants vont échanger, il y aura des réseautage, ils vont échanger et renforcer les liens dans leur communauté. Il y aura des formations pour les leaders et pasteurs pour mieux conduire leurs églises et communautés. Donc voilà, nous soutenons aussi l'entrepreneuriat chrétien, donc par des expositions et ventes. Donc voilà un peu nos objectifs. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Israël, quelle est votre invite à l'endroit de la population burkinabé? Nous invitons tout le peuple de Dieu, tous les Burkinabés à y participer, à y prendre ma part, à venir pour participer à cet événement. Nous sommes là pour prier pour eux, parce que nous sommes disposés pour prier pour ce peuple que nous aimons beaucoup. Et nous continuons de prier pour eux. Et nous invitons tous les Burkinabés de prendre part à cet événement. Ça va leur faire du bien par la grâce de Dieu. Parce que nous sommes des témoignages vraiment vivants de cet événement. Nous avons vu dans les événements passés. Et espérons que nous partons de gloire en gloire et le Seigneur au contrôle. Donc nous invitons tout le monde de prendre part. À venir. Yeah. Merci beaucoup, merci bien. Donc merci, votre mot de fin à l'endroit du public? Nous bénissons tout le public, nous vous invitons à participer à cet événement, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur facilite vos déplacements, nous vous attendons, shalom. Merci beaucoup, donc prophète, merci bien pasteur, donc Ouagadougou sous l'onction, ça va se passer du 18 au 20 octobre prochain au niveau de la résidence Alice, route de Karpala justement, et vous aurez donc des masterclass, réseautage, expositions et bien d'autres activités. On va vous raccompagner avec le spot publicitaire de cet événement. Ouagadougou, prépare-toi pour un moment puissant et inoubliable. Du 18 au 20 octobre 2024, Ebenezer Ministries International vous invite à la 3e édition de Ouagadougou sous l'onction. Avec comme pasteur Ebenezer Arnold, orateur spécial, révérend Emmanuel Kiamtori. Assistez à des conférences impactantes avec Nora Kafando, Nina Sori et Eda Kwaba. 3 jours intenses de plénière, masterclass, réseautage et exposition pour une transformation spirituelle et personnelle. Les plénières auront lieu chaque soir de 18h à 21h. Découvrez la conférence le vendredi 19. Conférence 1, 8h à 10h. Thème, éthique dans le ministère et droit d'onction. Conférence 10h30 à 12h30. Bâtir un schéma de prospérité durable. Lieu, résidence Alice en face du rond-point de Karbala. Info live 65 60 11 15 62 93 52 52. Réveillons le feu de la foi. Nous vous attendons nombreux.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et comme tous les mercredis, Olivier Kaboré nous retrouve à présent pour questions de droit, mais avant, virgule et on. Olivier Kaboré de l'association Juristes sans frontières qu'on retrouve à présent. Bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci bien Olivier. Alors aujourd'hui on parle de diffamation. Donc déjà on commence par la définition. C'est quoi la diffamation? Alors à la lumière de notre droit positif ou si vous voulez de notre code pénal, surtout quand on prend l'article 524-1, il est dit que toute allégation ou toute imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. En français facile, ça veut dire que quand vous tenez un discours ou des propos qui sont mensongers à l'encontre d'une personne dans l'intention de nuire ou d'humilier cette personne, on pourra vous poursuivre pour une infraction pénale qu'on appelle diffamation. Okay. Si vous mentez sur quelqu'un dans l'optique de nuire ou d'humilier la personne ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, vous vous exposez à des poursuites. Et la personne a la possibilité d'aller en justice et de dire qu'un tel a pris mon nom pour mettre dans une histoire dans laquelle je ne me reconnais pas. Donc je veux que la société puisse mettre en place la sanction qu'on a prévue à cet effet. Et on pourra effectivement vous sanctionner pour ça. Ce qui me fait tiquer dans ta définition, c'est que tu dis dans l'intention de nuire. Est-ce qu'on peut diffamer, enfin mentir, dire des mensonges sur quelqu'un sans l'intention de nuire derrière? Tout à fait. En fait, la qualification de l'infraction pénale de façon générale, c'est l'intention de nuire. Okay. Voilà. Quand on le fait, parfois d'autres personnes ou certaines personnes disent des choses, pas forcément dans l'intention de nuire, mais par ignorance, ils sont dans l'erreur et elles disent ces choses-là. Mais quand on le fait dans une intention volontaire de nuire, ça devient au-dessus. Une diffamation. Tout à fait. Et qui peut porter plainte pour diffamation? Alors, tout le monde peut porter plainte pour diffamation. Il suffit seulement d'être victime de propos mensongers et vous pouvez porter plainte pour diffamation. Les autorités publiques peuvent porter plainte pour diffamation. Et c'est pour moi l'occasion d'interpeller ceux qui disent que telle autorité a fait ci, telle autorité a fait ci, sans avoir pour autant des preuves pour étayer tout ce qu'ils disent. Il faut faire très attention. Okay. Les autorités étrangères ont la possibilité de poursuivre quelqu'un pour diffamation sur le sol burkinabé. Voilà. Si vous portez des propos mensongers ou si vous tenez un discours mensonger à l'encontre d'une autorité étrangère, elle a la possibilité de vous poursuivre sur le sol burkinabé. C'est vrai, au fond, il y a un certain nombre de principes qu'il faut respecter, c'est-à-dire la réciprocité et pas mal de trucs. Mais ces autorités-là ont la possibilité de vous poursuivre sur le sol burkinabé. Et les associations, les sociétés, quand vous ternissez leur image avec des propos qui ne sont pas vrais, ils ont la possibilité de vous poursuivre pour diffamation. Et nous, les particuliers, on a la possibilité aussi de poursuivre toutes les personnes qui utilisent nos noms ou nos images dans des histoires qui ne sont pas vraies, dans l'intention de nous humilier ou de nous nuire. Donc si quelqu'un dit des mensonges sur vous, vous avez la possibilité de poursuivre cette personne pour diffamation. D'accord. Bon, Olivier, maintenant, est-ce que la diffamation aussi, ça s'applique sur les réseaux sociaux? Alors, c'est ça, parce que là, voilà. Ouais, je le chante inlassablement.
à qui veut bien l'entendre. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir sur les questions de droits digitaux, je reviens là-dessus. Internet n'est pas une zone de non-droit. Voilà. Et quand vous vous connectez au réseau, il faut savoir que vos droits et vos obligations se sont connectés en même temps que vous. Donc tout ce que vous allez faire sur les réseaux, on peut vous poursuivre pour ça, comme si vous les avez réalisés dans la vie réelle. Et je pense que nos amis qui luttent contre la cybercriminalité sont là et ils peuvent régler la situation rapidement. Alors, en tant qu'influenceur, puisque c'est l'appellation ou du moins c'est la définition qu'on donne à quelqu'un qui est dans le milieu des réseaux sociaux et qui est suivi par de nombreuses personnes. Donc, en tant qu'influenceur, certaines personnes sont amenées à porter des idées ou des opinions pour un certain nombre de causes. Mais il faut faire attention. Quand vous parlez des gens, sans vérifier la véracité de tout ce que vous dites. Ou si vous relayez des informations sans savoir la provenance de ces informations ou la véracité de ces informations, on peut bel et bien vous poursuivre pour ça. Et beaucoup d'influenceurs ont fait les frais de cette infraction-là. Nous aussi, en tant qu'usagers de ces réseaux sociaux, c'est bien vrai, les réseaux sociaux sont venus pour nous faciliter un peu la vie. Mais nous, en tant qu'usagers, il faut faire très attention. Parce que quand quelqu'un vient tenir des propos diffamatoires et que nous partons liker, ou que nous partons partager, ou que nous partons faire des commentaires qui vont dans le sens des propos diffamatoires, on s'expose à des sanctions au même titre que la personne qui a relayé l'information. Et la loi même estime qu'on doit être sévère avec nous parce que on contribue à amplifier l'infraction. Par exemple, quelqu'un insulte ou dit des informations qui sont fausses, par exemple sur moi, sur sa page, et puis vous partez liker et vous partagez. Donc, tous ceux qui n'étaient pas, qui sont amis à vous, vont voir cette image ou cette information. Donc, vous contribuez à partager l'infraction et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, pour le cas où la personne s'exprime publiquement sur les réseaux sociaux ou s'exprime publiquement, et que après une personne part critiquer ou donner son opinion sur la publication sur les réseaux sociaux, est-ce que dans ce cas aussi on peut parler de diffamation? Alors, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que l'être humain est un être essentiellement libre. Les philosophes disent ça. Et la loi aussi est allée dans ce sens. On est libre d'avoir des opinions, on est libre de s'exprimer. La liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des principes sacro-saints inhérents à la personne humaine, qu'on ne peut pas retirer au fait. Maintenant, quand une personne donne son opinion publiquement, effectivement, on a la possibilité de critiquer cette opinion parce que cette personne a son opinion, nous aussi nous avons notre opinion, mais à partir du moment qu'on la rend publique, on ouvre la possibilité aux autres de pouvoir critiquer ou de dire ce qu'ils veulent sur cette opinion-là. Mais attention, critiquer une opinion ne veut pas dire lancer des attaques directes sur la personne. Ça ne veut pas dire personnaliser les critiques de façon qu'elles deviennent subjectives et créent des soucis à la personne qui a donné son opinion. Voilà. Parce que quand une personne donne son opinion et que vous intervenez pour humilier la personne, pour insulter la personne ou pour dire des contre-vérités sur la personne, on peut vous poursuivre. On peut vous poursuivre dans le respect des lois au Burkina. Ok. Mais prenons le cas où, par exemple, ce que l'on dit sur la personne est vrai. Est-ce qu'on peut être poursuivi pour diffamation? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diffamation suppose que ce que vous dites n'est pas vérifiable. Vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. En ce moment, si la personne sort dire que vous mentez sur elle,
elle pourra vous poursuivre parce que vous n'avez pas de fait qui peut corroborer ce que vous dites. Maintenant, si ce que vous dites s'avère être la réalité, la personne ne pourra pas vous poursuivre. Au contraire, vous-même, vous pouvez susciter des poursuites derrière contre la personne. Parce que le procureur, s'il voit vos informations, il peut s'auto-saisir. Si c'est une infraction, il peut poursuivre la personne. Et si c'est des révélations et que une personne est concernée, cette personne peut aussi poursuivre la personne. Mais la personne ne pourra pas vous poursuivre pour diffamation parce que les faits sont avérés et peut-être vous les avez livrés pour une certaines utilités pour permettre d'arrêter par exemple une infraction. Donc en ce moment, il serait très difficile de vous poursuivre pour diffamation. Donc quand les faits sont avérés, il n'y a pas de risque qu'on puisse vous poursuivre pour diffamation. Alors Olivier, on sait qu'avec les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs tombent beaucoup dans cette infraction qu'est la diffamation. Comment faire aussi pour que ces influenceurs-là évitent ça, ou sinon tes conseils seulement? Ok, comme conseil, moi je dirais d'éviter de parler des gens. Et ça ne vaut pas que... Les influenceurs ne veulent pas ça ne vaut pas que pour les influenceurs, c'est pour tout le monde. Il faut éviter de parler des gens. Mais si vous êtes dans un domaine où vous êtes obligé de parler des gens, il faut peut-être vous imposer une certaine rigueur dans la prise de parole. Parce que quand vous êtes une personne publique ou quand vous avez de l'audience, il faut faire très attention. Et moi, je me rappelle que... Mon professeur de philosophie m'avait raconté l'histoire des 3 filtres de Socrate et il a dit que quelqu'un est venu voir Socrate pour lui raconter une histoire sur un de ses amis. Et Socrate lui a posé 3 questions. Est-ce que ce que tu veux me dire là, est-ce que c'est vrai? Le monsieur a dit, bon, c'est pas, je peux pas vérifier. Il dit, ok, est-ce que ce que tu veux me dire là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire, c'est une bonne chose? Il m'a dit, bon, c'est un peu... Donc, pour tous nos influenceurs, quand vous avez des sujets sur lesquels vous devez intervenir, il faut déjà vérifier la véracité de votre information. Ou l'information que vous voulez relayer, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que la source est fiable? Ensuite, il faut voir, est-ce que ce que je veux dire là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne va pas nuire à quelqu'un? Et pour finir, il faut se poser la question, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'apporte? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à la société? Ça apporte quoi à la société? Et quand vous voyez que les réponses ne vont pas dans un bon sens, il faut juste s'abstenir de publier. Alors Olivier, est-ce qu'on peut, on peut porter plainte déjà pour diffamation, on le sait, mais est-ce qu'on peut retirer sa plainte lorsqu'après on décide de pardonner la personne? Oui, pour diffamation, on peut retirer sa plainte. Et le procureur aussi est obligé d'arrêter les poursuites. Parce que les poursuites du procureur sont collées à votre plainte. Donc si vous portez plainte à tout moment, si vous pardonnez à la personne, vous pouvez retirer votre plainte. Et le procureur ne pourra plus poursuivre. Il est obligé aussi d'abandonner les charges. Qu'est-ce qu'on risque pour diffamation? Alors, on risque gros pour diffamation parce que avec l'avènement des nouvelles techniques de communication, on peut risquer 2 à 5 ans de prison. Donc, on peut faire jusqu'à 5 ans de prison pour diffamation selon le contexte et la gravité. Et on peut être amené à payer des amendes qui peuvent aller jusqu'à 2 millions. Et si la personne a subi un préjudice, après votre diffamation, elle pourra vous poursuivre et demander à ce qu'on puisse vous contraindre à aller vers une réparation. D'accord. On peut même vous contraindre à faire des excuses publiques et à démentir publiquement ce que vous avez. Si vous avez touché mon image. Et en ce moment, c'est vous-même qui vous discrédibilisez maintenant. C'est ça. Parce que si vous avez touché à mon image et me faire perdre des contrats, il faut qu'il y ait réparation. Merci beaucoup Olivier pour ce thème de la diffamation. Donc faites attention, Internet n'est pas une zone de non-droit. Il a l'habitude de le dire et de le répéter. Donc faites attention à votre vie sur les réseaux sociaux, même en public. Évitez de mentir sur les gens, ça va vous protéger. Merci. Allez, à demain. Cuse.